plus qu'une contre-biographie, je pense que c'est un contre-portrait. Au sens où j'ai fait le choix de ne pas aller interviewer les personnes qui l'avaient connue, contrairement à Elisabeth Roudinesco, et de me fonder sur ce qu'elle avait choisi délibérément de laisser absolument de côté, qui était la parole de Lacan. La parole de Lacan parlant de lui-même. Et donc, je suis allée chercher dans les séminaires, dans les écrits, moins, mais surtout dans les séminaires, les moments où Lacan parlait de lui. Et les rares fois où Elisabeth Roudinesco a fait le choix de mentionner quelque chose que Lacan disait de lui-même, elle dit qu'il se trompe. Elle dit par exemple, quand il dit que au moment où il a écrit sa thèse, il était freudien sans le savoir, elle dit mais non, il était déjà freudien à ce moment-là, et elle montre qu'il a lu des textes de Freud, qu'il en cite dans sa biographie, plutôt que de prendre au sérieux cette remarque et de se demander qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Pourquoi, alors qu'il avait lu Freud, il dit qu'il était freudien sans le savoir? Et parce que je pense qu'il avait l'idée à ce moment-là que sa réflexion anticipait ce qu'il allait en tirer par la suite. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il y avait déjà trouvé ce qu'ensuite il allait pouvoir en élaborer. Et donc, ça donne, j'espère, le portrait d'un homme vivant, et qui est quand même ce que Jacques-Alain Miller a essayé de nous transmettre depuis le début de son enseignement, c'est-à-dire ne pas faire de Lacan une espèce de statue pétrifiée. Ce qu'il disait ce matin Éric Laurent, que au fond les statues ça ressemble à des corps, mais c'est quelque chose d'horrible. Voilà, ne pas en faire une statue, mais essayer de montrer que il y a quelque chose de ce qui nous a transmis et de sa présence qui reste vivant. Voilà.